Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je vais analyser l'allocution d'Emmanuel Macron ce 13 avril 2020, là où il a annoncé que le confinement a été prolongé jusqu'au 11 mai. Donc je vais lister la liste de tous les mensonges et toutes les manipulations de son discours. Et puis, pour éviter de répéter Macron à longueur de vidéo, je vais l'appeler MNM, Macron menteur. Voilà, ça m'évitera de répéter son nom qui devient assez insupportable. Donc dans les premières minutes, c'est intéressant d'analyser la structure de son discours. Il met de la vaseline, hein, il rend hommage à tous les Français, donc les soignants, les policiers, les militaires, les gendarmes, en première ligne, deuxième ligne, troisième ligne. Donc là, c'est ce que j'appelle mettre de la vaseline. Et donc là, il met de la vaseline à tout le monde, toute la France entière. On est formidable, vous êtes formidable. Grâce à votre obéissance, on est en train de sauver la France. Voilà. Donc de la vaseline, je pense qu'il en manque pas. Donc ça tombe bien, on va voir qu'il, pendant toute l'allocution, il nous en met une bonne couche. C'est sympathique. Faut pas oublier cependant qu'il y a quelques mois, il autorisait l'utilisation des LBD, là, des lanceurs de balles là, et de grenades pour calmer les gilets jaunes. Et ce qui a provoqué un certain nombre de gens qui ont été éborgnés, puisque les policiers ne visaient pas le bas du corps, mais visaient bien la tête. Donc ça, c'est pour un rappel que oui, les Français sont formidables, mais il y a quelques mois, ils n'hésitaient pas à leur tirer dessus. Un grand merci aux infirmières qui sont effectivement en première ligne. Mais encore un rappel, il y a quelques mois, dans le plan santé 2022, donc moi je ne l'ai pas étudié ce plan, ça ne me concerne pas, mais voilà, apparemment les infirmières se sentaient légèrement oubliées par ce plan-là. Ensuite, il dit grâce à la vigilance de nos policiers et gendarmes. Alors là, ça c'est vrai. Les policiers et les gendarmes ont été très vigilants. Ils ont mis des moyens illimités pour contrer les gens qui oseraient ne pas respecter le confinement et ne pas rester confinés chez eux. Donc des jeunes qui étaient à Nantes la nuit, qui se sont fait verbaliser par un hélicoptère nocturne avec vision infrarouge. Donc les hélicoptères, ça coûte très cher, hein. Plus cher que l'amende. Également un couple qui était dans un refuge des Pyrénées, qui a été verbalisé par le GIGN, en hélicoptère aussi. Donc bravo les policiers et gendarmes. Alors ensuite il dit, étions-nous préparés à cette crise? Et il dit pas assez. Alors, encore une fois, juste pour rappel, avec son prédécesseur Hollande et lui-même, ils ont réduit donc le nombre de lits dans les hôpitaux publics. Voilà, donc il a bien préparé la crise, effectivement. Ensuite, pour rappel, le 13 janvier, Buzyn, ex-ministre de la Santé, disait la chloroquine a classé la chloroquine en substance dangereuse par décret. Et le 20 janvier, elle disait oh, le risque de propagation est modéré, voire quasi nul, ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Bah oui, avec la vaseline, tout passe beaucoup mieux. Alors ensuite, il dit pas pu distribuer autant de masques que nous aurions voulu. Ah bah oui, évidemment, puisque une usine, par exemple, de masques avait été créée, je crois, lors du H1N1, a dû fermer en 2018, qui était possédée par Honeywell, une boîte américaine, qui a fermé l'usine tout simplement, parce que pas assez rentable, malgré le fait qu'ils avaient reçu pas mal de subventions à l'époque, justement, pour créer cette usine et fabriquer des masques. Ensuite, il nous dit nous nous sommes mobilisés pour produire et acquérir le matériel nécessaire. Pas vraiment, non. Par exemple, l'usine qui produit de la chloroquine, la seule en France qui est habilitée à produire de la chloroquine, elle est en redressement judiciaire. Pourquoi? Parce que ça, j'ai eu l'info d'un des lecteurs qui m'a dit qu'en fait, les grandes entreprises pharmaceutiques refusaient tout simplement de placer des commandes à l'usine. Il faut comprendre qu'une usine, ça fabrique, et derrière, il faut des gens qui achètent les produits et les revendent. Donc comme il n'y a pas d'acheteurs, l'usine est en liquidation judiciaire. Ensuite, je rappelle que le gouvernement a interdit aux médecins de prescrire la chloroquine, que par exemple il a refusé l'aide d'un labo vétérinaire qui était capable de réaliser 1000 tests par jour,
qu'il a refusé également l'aide d'un généticien qui est à la tête d'un laboratoire de recherche public à Lille, qui proposait également de fabriquer des tests, et le gouvernement a également refusé. Donc c'est pas du tout le cas. Donc ensuite il repasse un peu de vaseline, là je sais plus à qui, mais voilà, toujours pour faire passer son suppositoire, il en remet une couche régulièrement. Ensuite il dit il y a des hôpitaux qui sont saturés. Dans le Grand Est et en Île-de-France, les hôpitaux sont saturés. La réalité, c'est qu'en France, la plupart des hôpitaux et des cliniques sont vides en ce moment. Donc, il y a quelques personnes éclairées qui ont été voir sur place, notamment vers Toulon. Donc, vous recherchez sur YouTube, vous trouverez. Et qui ont vu que, bah, en fait, non, les hôpitaux étaient vides. Voilà. Et si on prend une personne plus médiatisée, le docteur Raoult, son IHU de Marseille est loin d'être saturé. Puisqu'il disait dans sa dernière vidéo que bah non, il y avait de moins en moins de monde et qu'il y avait donc de la place. Donc tout ça c'est un mensonge. C'est également une manipulation en réalité qui a eu lieu puisque en fait ils ont concentré tous les cas de coronavirus dans quelques hôpitaux. Ce qui leur a permis ensuite effectivement de filmer avec la complicité des médias et de dire vous voyez on est surchargé. Les hôpitaux sont surchargés, donc il faut confiner tout le monde et vous n'avez pas le droit d'aller faire du ski de rando en montagne parce que si vous tombez, vous avez un accident, ça va surcharger un hôpital. Alors que la plupart des hôpitaux, la réalité, sont vides. Et donc pour ça, j'aimerais bien que les médecins et les directeurs de cliniques, directeurs d'hôpitaux témoignent un petit peu de la réalité de leurs hôpitaux. Donc je sais qu'il y en a qui ont déjà témoigné un peu sur YouTube. Voilà. Voilà, donc on est vraiment dans le cas d'un pompier pyromane. C'est l'État donc qui fait tout en fait pour ne pas soigner les gens, pour que le virus hypothétique se propage, et derrière pour devenir indispensable aux Français. Voilà, c'est ça le business. Je rappelle hein, dans ce sens que Olivier Véran, donc le remplaçant de Madame Buzyn, disait le 26 février, une personne asymptomatique qui se rend dans des lieux publics, qui se déplace dans les transports en commun, n'a pas à porter de masque. Ce n'est pas nécessaire. Pour rappel, le masque en réalité ne protège pas spécialement du virus, il évite de contaminer les autres, notamment quand on tousse. C'est pour ça que les Asiatiques portent tous des masques. C'est pas pour éviter d'être contaminé, parce qu'un virus qui se déplace, voilà, c'est pas un masque avec des trous qui va vraiment protéger, mais il va au moins protéger quand on tousse et les postillons, etc. Et puis le 13 mars, il disait « Fermeture des frontières est une réponse qui scientifiquement n'a pas d'intérêt. » Voilà. Donc encore une fois, il y a un traitement qui existe en France, qui n'est pas parfait. Hein. Le docteur Raoult n'a jamais dit que c'était le traitement parfait. Il a dit que c'était un traitement efficace. Et donc il l'a prouvé avec ses chiffres que la chloroquine et l'azithromycine sont à prescrire en début de traitement et pas à la fin. Donc là où il y a une interrogation, c'est pourquoi les médias se concentrent que sur la chloroquine et pas sur l'azithromycine. Parce que le docteur Raoult est très clair, il prescrit les deux. Et le gouvernement a décidé, dans son immense sagesse, d'interdire chloroquine et azithromycine aux médecins, notamment, hein, les médecins de ville normaux, qui doivent envoyer en fait les patients dans les hôpitaux surchargés de Mulhouse et de Paris, uniquement lorsque le patient est vraiment dans un état grave. Donc en gros, quand il est sur le point de mourir, ok pour lui filer de la chloroquine et l'azithromycine. Alors que c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire, a dit le docteur Raoult, puisqu'il dit que voilà, quand le cas est grave, ça ne sert plus à rien. En fait. Il n'y a même plus de virus. En fait, le mec s'étouffe. Voilà. Ensuite, MNM, il dit l'épidémie n'est pas maîtrisée. Bah si, à Marseille. À Marseille, donc ils ont fait 71 000 tests. Nombre de patients 30 000, nombre de patients positifs 4 100, et en tout, nombre de décès 63.
mais à l'IHU Méditerranée, donc là où est le docteur Raoult. Donc ils ont traité à l'hydroxychloroquine et l'azithromycine 2400 personnes, et ils ont eu 10 décès. Donc toute cette épidémie est en fait voulue et entretenue par le gouvernement, puisque on voit bien que si c'était traité comme à Marseille, il y aurait très peu de morts, il y a très peu de morts. Et en plus, la plupart des morts, comme je l'ai montré dans d'autres vidéos, sont des personnes qui sont déjà malades et des personnes âgées. Donc on ne sait même pas si... donc quand je dis ça, c'est pas pour dévaloriser les morts, hein. Un mort qu'il soit âgé ou pas, ou qu'il soit malade ou pas, ça reste un mort, on est bien d'accord. Mais simplement, ça démontre que en fait, une personne en bonne santé, d'abord, n'a pas à stresser par rapport à ce virus. Et que, comme je l'ai démontré dans d'autres vidéos, la cause de la mort n'est probablement pas le virus en lui-même, mais un ensemble de facteurs de maladie. Voilà. Alors après, il dit faut faire des efforts, les gars, faut faire des efforts et appliquer les règles. Donc en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le peuple français, faut continuer à la fermer, à être docile et appliquer les règles que M. Macron a décidé pour vous, dans son immense générosité. Voilà, donc pendant ce temps-là, lui, il n'est pas confiné, hein. Et puis, il est toujours payé par les impôts des Français, hein. Voilà, ça, faut... Alors, est-ce que le confinement est efficace ou pas? Est-ce qu'il dit, grâce au confinement, ça marche, le confinement, ça marche? Ça n'a pas l'air de marcher si bien, d'une part. Et puis, si on prend l'exemple de pays qui n'ont pas choisi le confinement, mais au contraire, qui ont décidé de dépister les cas positifs et de confiner uniquement les cas qui étaient positifs et pas les autres, et bien on voit que ça marche très bien et peut-être même mieux qu'en France. En Corée, 222 morts au 14 avril, alors que ça fait un moment qu'ils ont le pseudo-virus. Et en Suède, pareil, pas de confinement, mais pas plus de morts que d'habitude. Donc le confinement, non, n'est pas plus efficace, ça c'est un mythe. Ce qu'il faut bien comprendre, en France, les gens ne sont pas sensibilisés à ça, mais moi, en étant aux Philippines, c'est que quand on arrête l'économie, ça pose des problèmes aux plus pauvres, essentiellement, et pas aux plus riches. Si vous voulez, M. Macron, ça lui pose pas trop de problèmes à lui. Moi non plus, hein, ça me pose pas trop de problèmes. Mais les gens les plus pauvres, et j'en connais, ils ont faim. Quand ils n'ont pas de travail, quand il n'y a plus de travail, il n'y a pas de salaire. Et quand il n'y a pas de salaire, il n'y a pas de bouffe. Voilà, donc il faut bien comprendre ça. Donc c'est pour ça que tous les expats qui font la leçon, notamment en Indonésie, à Bali ou ailleurs, en disant pourquoi le gouvernement ne confine pas tout le monde, parce qu'ils ont peur de choper un virus. Le gouvernement, il ne confine pas tout le monde, parce qu'il sait que s'il arrête l'économie, les gens ont faim, vont vraiment avoir faim. Et donc, quand vous avez faim, votre santé se dégrade. Et quand votre santé se dégrade, vous avez plus de chances de mourir de maladie. Voilà. Donc ça, c'est un volet. Et puis le deuxième volet, c'est évidemment tous les gens qui sont en train de perdre, qui sont notamment les petits entrepreneurs qui sont en train de tout perdre et qui se suicident. Voilà, donc dans le Tennessee, il y a eu plus de suicides que de gens morts du virus. Voilà, donc pour ça que ce confinement est une folie mondiale, française, parce que les dégâts en réalité vont être bien plus importants que le mal. Voilà, c'est la cure est plus grave que le mal. Alors M&M, dans son infinie générosité, annonce des mesures de financement des entreprises. Donc dans un premier temps, il tue les entreprises en arrêtant l'économie. Et ensuite, il dit on va vous aider. Hein, moi, ça me rappelle un peu la mafia. Ils vont brûler le magasin d'une personne ou envoyer quelques agresseurs d'un petit commerce. Et puis après, ils vont le voir en lui disant écoute, si tu veux ne plus avoir de problème, on est là pour te protéger, mais il va falloir payer. Et puis la réalité d'abord, c'est que pour l'instant ce ne sont pas des aides, hein. C'est en fait le gouvernement il garantit des prêts aux entrepreneurs. Voilà. Donc en tant qu'entrepreneur, on a le droit de demander à sa banque un prêt.
Donc c'est vraiment très généreux puisque ce prêt est garanti par l'État. Et sauf que les prêts, bah, faut les rembourser. Voilà. Donc en réalité, le gouvernement n'aide pas les entreprises, il les endette encore plus. Voilà. Et donc la conséquence, c'est que il y a une prévision de faillite dès fin avril. C'est-à-dire que bah, les entreprises peuvent tenir certaines entreprises peuvent tenir quelques jours, quelques semaines sans chiffre d'affaires, mais il y en a beaucoup qui vont commencer à faire faillite. Et puis comme l'économie ne va pas redémarrer plein gaz derrière, eh bien toutes les entreprises qui ont des coûts fixes importants, par exemple, vont être amenées d'abord à licencier et ensuite à se mettre en faillite. Donc qui dit faillite dit chômage. Et donc il a annoncé que les lieux de rassemblement public resteraient fermés. Donc là aussi, ça va générer des faillites et du chômage. Et globalement, toute la baisse de l'activité mondiale va générer également des faillites et du chômage. Donc on va avoir le droit à une montée du chômage impressionnante. Voilà. Donc là aussi, les gens qui sont à fond pour le confinement, pour l'instant, bah, la majorité des Français, la moitié sont fonctionnaires, donc ne sont pas concernés effectivement par le chômage. Et puis l'autre moitié, on va dire, qui est salariée, en fait, bah, tant que le patron les paye, finalement, ils subissent pas les conséquences. Mais les conséquences, elles vont venir, hein, elles sont un peu décalées. Alors aux États-Unis, c'est immédiat, les gens sont tout de suite au chômage. En France, il y a de l'inertie qui fait qu'on ne le voit pas tout de suite, mais ça va venir. Et la question, de toute manière, quand le gouvernement il dit on va aider, on va aider, on va aider, c'est pas le gouvernement qui aide. En réalité, il prend l'argent à Pierre et il le donne à Paul, hein, si vous voulez. Donc, qui paye les aides du gouvernement? Ce sont les contribuables. Et puis, comme ça suffit pas, bah, le gouvernement va s'endetter encore plus. Et donc, qui paye la dette de l'État français? Eh bien, ce sont les contribuables, les futurs contribuables, et également les épargnants de manière indirecte via la création monétaire. Voilà, donc après, les salariés, ils ne sont pas protégés hein, du tout. Je vous invite à regarder l'ordonnance numéro 2020-323 du 25 mars 2020 sur Légifrance. Et elle dit qu'en gros, à cause du virus, l'employeur il peut imposer les jours de congé un peu qu'il veut à ses employés. Donc il y a un certain nombre de Français qui se font sucrer leurs jours de congé. Et puis pour certaines entreprises stratégiques, l'employeur va pouvoir les obliger à travailler le dimanche, à bosser 12 heures par jour, etc., etc. Ensuite, il nous fait chialer, là, le Macron. Il nous dit, oh là, la situation actuelle, elle creuse les inégalités. Alors lui qui a bossé avec une cuillère en argent chez la banque Rothschild, il nous fait la leçon. Je rappelle qu'il nous faisait la leçon en nous disant que le meilleur moyen de se payer un costard, c'est de travailler. C'est ça. Ouais. Ce qui est vrai au demeurant, mais bon, quand quelqu'un qui n'a pas d'éducation et qui bosse au SMIC ou qui est, voilà, je veux dire, il a autre chose à foutre que de se payer un costard. Il a pas, voilà, un costard de Macron, je sais pas combien il coûte, hein, mais 5 ou 10 000 balles. Il disait à un jeune chômeur, je traverse la rue, je vous trouve du travail. Voilà, bon bref, il se fout de notre gueule. Voilà. Le Covid-19 provoque une envolée du chômage dans le monde entier, hein, ça c'est clair. Donc il y a certains pays où il n'y a pas l'inertie qu'il y a en France, comme aux États-Unis où le chômage a complètement explosé en quelques semaines. Et donc ça oui, ça va creuser encore plus les inégalités. Alors après, il dit nos enfants doivent pouvoir retrouver le chemin des classes. Voilà. Donc, j'avais fait un séminaire en 2017 pour mes clients, séminaire investisseurs pro. Et bah, j'avais fait la remarque suivante, c'est que bah, d'une part, Emmanuel Macron, en fait, il n'a pas d'enfant. Hein. Sa femme, oui, hein, mais d'un précédent mariage. Et en fait, quasiment tous les dirigeants de l'époque n'avaient pas d'enfants.
hein, Angela Merkel, Theresa May, etc., Jean-Claude Juncker, voilà, tous ces gens-là n'avaient pas d'enfants. Donc j'ai pas fait la mise à jour parce que honnêtement j'ai autre chose à faire que d'essayer de trouver si ces gens-là ont des enfants ou pas. Mais voilà, c'est pour ça que la loi qui a rendu 11 vaccins obligatoires en France, bah, ça les concerne pas en fait. Puisque bah, ils font pas d'enfants ces gens-là en fait. Donc faudrait voir les nouveaux dirigeants là, en Angleterre, etc., s'ils ont des gosses ou pas. Ensuite, il dit pour leur protection, les personnes les plus vulnérables, nous leur demanderons de rester confinées. J'aime bien le demanderont, hein. Il nous a rien demandé, il nous a confinés sans demander l'avis des Français. Même si visiblement il y a une majorité des Français qui étaient pour le confinement. Mais là aussi, hein, les personnes les plus vulnérables, hein, donc les personnes âgées, notamment dans les EHPAD, bah, on ne vous demandera pas votre avis non plus, hein, vous allez rester confiné pendant un certain temps. Alors encore un petit rappel, mais le gouvernement a passé le décret numéro 2020-360, le 28 mars 2020, qui autorise la prescription hors autorisation de mise sur le marché du Rivotril. Donc le Rivotril, c'est sous forme injectable, hein, donc la picouse. Donc d'un côté, pour la chloroquine, il faut faire plein de tests et tout. Il ne faut pas donner de la chloroquine comme ça parce qu'on n'a pas fait les tests cliniques. Alors que la molécule, elle existe depuis 70 ans et qu'il y a 1 milliard de personnes qui en ont bouffé. Mais par contre, pour le Rivotril, ça, il n'y a pas de problème. On donne ça aux personnes âgées dans les EHPAD qui sont testées positives au virus. Et quand on lit ensuite la notice du Rivotril sur le Vidal, il est indiqué ce médicament ne doit pas être utilisé dans les cas suivants: insuffisance respiratoire grave. Voilà, donc en clair, qu'est-ce qui se passe dans les EHPAD et pourquoi il y a autant de morts? Bah, d'abord parce que le gouvernement oblige les gens à rester dans les EHPAD et donc à rester confinés. Donc ça, c'est la configuration idéale pour que tout le monde soit infecté dans les EHPAD. Comme dans les EHPAD, bah, ce sont essentiellement des personnes âgées et malades, donc les plus à risque, et comme soi-disant les hôpitaux sont surchargés, le gouvernement a autorisé et même encouragé l'administration de Rivotril aux malades du Covid-19 sans aucun test. Et donc c'est quoi ça? Bah, c'est, comme dirait un médecin, c'est de l'euthanasie assistée. Bon, en clair, c'est un meurtre, hein. C'est-à-dire que la personne n'a pas demandé à être euthanasiée. L'euthanasie, je rappelle, c'est quand la personne demande à être tuée. Là, en l'occurrence, on ne leur demande pas. Et le personnel médical est autorisé à leur mettre une picouse de Rivotril, alors que c'est complètement contre-indiqué dans le cas de problèmes respiratoires. Donc en fait, ils tuent les vieux dans les EHPAD, hein, voilà, pour dire les choses clairement. Donc j'ai expliqué ça pourquoi. Dans ma vidéo, 90% des morts étaient déjà malades. J'ai expliqué pourquoi le gouvernement faisait tout pour tuer les vieux et malades. Ensuite, MNM, il nous dit cette épidémie ne saurait mordre notre démocratie ni mordre sur quelques libertés. Donc là, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais voilà, cette épidémie ne saurait mordre sur vos libertés. Mais bon, vous avez quand même besoin d'une autorisation pour aller pisser en ce moment. Ensuite, il nous dit nos frontières resteront fermées. Donc là, oui, ça c'est une liberté, mais bon, rien. Le gouvernement présentera les détails de notre vie quotidienne. Oh, merci maître. Bientôt, vous allez pouvoir nous dire ce qu'on a le droit de faire et pas faire. Vraiment, c'est merci beaucoup. Et ensuite, il dit ensemble décider de manière régulière d'ajuster les choses. Bon, la question c'est ensemble, mais c'est qui? Parce que, enfin, moi je sais pas vous, mais moi on m'a pas demandé mon avis, hein. Voilà, donc bon, bref. Ensuite, mise en place d'applications numériques pour tracer les gens, donc voilà, sur une base volontaire, il paraît. Donc voilà, donc on a les deux géants des smartphones, Apple et Google,
qui sont en train de mettre en place, de créer une application qui va permettre de tracer les gens en fait, hein, de savoir exactement ce que vous faites toute la journée, où est-ce que vous êtes. Donc ça c'est intéressant d'ailleurs, c'est comme parce que je me demandais comment faisait Google Maps pour savoir, pour évaluer le trafic en fait. Vous savez sur Google Maps, vous avez le trafic en temps réel. Et je me disais mais comment ils font? Et en fait j'ai réfléchi, donc j'ai pas cherché la réponse mais je l'ai déduite. Hein, en fait avec tous les utilisateurs qu'ils ont, Google en fait, ils sont capables de voir qui et où à n'importe quel instant et à quelle vitesse se déplacent les gens dans leur bagnole en fait. Donc, faudrait que, bon, j'ai pas fait la recherche pour savoir si c'était exactement comme ça, mais je pense que c'est comme ça qu'ils font. Et donc, c'est très bien, hein, c'est utile, tant mieux. Mais toujours est-il que voilà, la technologie existe déjà chez Google et puis certainement aussi chez Apple. Ils sont capables de nous tracer sans aucun problème. Et s'ils mettent un peu de temps à la mettre en place, c'est pour éviter qu'on les soupçonne d'être déjà prêts finalement, si vous voulez. Donc au départ, c'est volontaire, hein. C'est les gens qui voudront être tracés, c'est eux qui téléchargeront l'application et puis par eux-mêmes ils le feront. Donc il y aura effectivement un certain nombre de gens qui sont tellement flippés déjà qui vont le faire. Et puis un jour ça deviendra obligatoire, hein. L'hiver prochain, quand on aura une nouvelle crise du virus. Voilà, et puis je vous invite à lire le décret numéro 2020-356 du 27 mars 2020 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé DataJust. Voilà, donc ça donne la possibilité au juge, je crois, de tracer toute personne. Voilà. Alors ensuite, M&M nous dit: quand pourrons-nous renouer avec la vie d'avant? Nous n'avons pas de réponse définitive à cela. Là, je peux vous dire qu'ils ment. Ça sera jamais. Voilà, jamais. Moi, je peux vous le dire, c'est jamais. Chaque hiver, en fait, il y aura une résurgence du virus, puisque de toute manière, les tests sont absolument pas fiables et donc les SARS-CoV, si vous voulez, ça existe depuis très longtemps. Quasiment tout le monde l'a. Et donc sont responsables de 15% des rhumes, grippes, etc. Et donc chaque hiver, les gens, comme ils s'affaiblissent, qu'ils ont un peu trop mangé l'été et qu'il commence à faire froid, sombre et humide, et les gens s'affaiblissent et du coup les virus et les bactéries se réveillent et les gens tombent malades. C'est pour ça qu'on a la grippe et les rhumes chaque année. Voilà. Donc là on aura le SARS-CoV-2 chaque année. Et donc, moi, c'est comme les impôts, hein, quand je dis que ça ne s'améliorera jamais, là aussi, non plus. Ils vont nous ressortir la même chanson chaque hiver. Alors, Parole, c'était en hommage à la chanson, je crois, de Dalida et Alain Delon. Voilà, où Dalida explique que Delon est en train de l'enfumer avec ses belles paroles. Et donc après, M&M, il nous dit: la première voie pour sortir de l'épidémie est celle des vaccins. Ah, voilà, on y vient, hein. Donc là, ça vient, le vaccin. Il n'est pas prêt encore. En théorie, il n'est pas prêt. Bon, en réalité, il est déjà prêt depuis longtemps, hein. Simplement, ils attendent, à mon avis, la fin des élections américaines pour le sortir, pour pouvoir dégager Trump. Voilà, donc la réponse, c'est le vaccin. Le vaccin, le vaccin, le vaccin. Et donc, pour ceux qui ne comprennent pas pourquoi le gouvernement refuse, en fait, d'appliquer le traitement du docteur Raoult, pour tous ceux qui disent je comprends pas, je vous l'explique. C'est que le docteur Raoult, son traitement est efficace, un bête traitement antibiotique en réalité, hein, l'azithromycine, avec un peu de chloroquine. Et donc si on généralisait ce traitement, il n'y aurait pas besoin de vaccin, si vous voulez. Donc c'est pour ça que le gouvernement et les médias, hein, les mainstream médias, moi je regarde de temps en temps le Figaro et puis encore moins souvent, mais de temps en temps Le Monde. Et à chaque fois, les articles sont contre en réalité le docteur Raoult, essayent d'instiller le doute dans la méthode Raoult, alors que le mec il a sorti des chiffres qui sont indiscutables.
Eh ben pourquoi? Bah tout simplement parce que si on peut traiter le Covid-19 juste avec des antibiotiques, bah, il n'y aurait pas besoin de vaccin si vous voulez. Donc c'est ça le problème. Donc on va y arriver au vaccin. Voilà, donc je vous rappelle que depuis le 1er janvier 2018, faut vacciner les gosses, 11 vaccins obligatoires, hein. 11. Euh, Notamment, par exemple, vaccin contre la rougeole. Donc ça, j'ai pas, faudrait que je fasse un dossier sur le vaccin parce que comment ils manipulent les chiffres sur les vaccins pour nous faire croire que les vaccins sont efficaces. Alors qu'en réalité, ils vaccinent des maladies qui n'existent plus, en gros. Donc 10 enfants décédés en 10 ans par la rougeole, hein. Voilà les chiffres. Et donc, malgré le fait qu'il n'y a personne, en gros, qui décède de la rougeole, eh bien, ils obligent la vaccination des gosses contre la rougeole. Voilà. Donc maintenant, voilà, les gosses, ça suffisait pas. Maintenant, c'est tout le monde qui doit se faire vacciner. Alors M&M, il dit notre pays investira massivement dans la recherche. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'État va filer de grosses subventions à l'industrie pharmaceutique qui a financé la campagne de Macron. Et puis ils ont mis en place un comité d'analyse, recherche, expertise avec des gens, voilà, Sinoussi, Valère, Spano, Tirlon, Muller, Yazdan Pana. Voilà. Donc tous ces gens-là, il y en a qui ont fait des recherches, hein, j'ai pas été vérifié, mais tous ces gens-là, ils sont maqués de près ou de loin avec l'industrie pharmaceutique évidemment. Donc ils ont dû recevoir, soit ils ont été invités à des congrès dans des hôtels 5 étoiles, soit ils ont reçu des donations pour leurs recherches. Enfin bref, les mecs et les nanas là sont mouillés jusqu'à là. Voilà. Alors enfin, M&M nous rassure, il dit nous finirons par l'emporter. Donc là aussi, c'est comme quand il disait nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Faut finir la phrase en fait, hein. Il n'est pas en guerre contre le virus, Macron, parce que sinon, ça fait longtemps qu'il aurait généralisé le protocole de Raoult. Donc il n'est pas en guerre contre le virus, il est en guerre contre le peuple français. Donc ça, si vous ne l'avez pas encore compris, bah, tant pis pour vous. Et quand il dit nous finirons par l'emporter, oui, il finira par emporter sa guerre contre le peuple, hein, pas contre le virus. Voilà, donc une fois qu'il a dit ça, après il remet un petit coup de vaseline, hein. Voilà, il dit ouais, vous êtes vraiment bien les gens et tout, vous êtes super. Et puis après il sort une phrase que j'ai pas bien compris sur le moment, un projet dans la Concorde. Voilà. Donc j'ai été voir la Concorde, le nom a été choisi par le directoire pour marquer la réconciliation des Français après les excès de la terreur. Voilà. Donc la place, je crois que c'est la place de la Concorde, hein. Voilà, pour ceux qui ont étudié un peu l'histoire, Révolution française, en fait, c'est pas du tout le peuple, hein. La réalité, c'est que ça a été fomenté par les francs-maçons qui ont pris le pouvoir derrière. Et il y a eu une période ensuite, après 1789, de la terreur, c'est-à-dire que en fait, c'était un État totalitaire qui a fait des atrocités puisqu'ils ont tué tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec eux, en gros. Donc voilà. Donc bah, il annonce la couleur M&M en nous disant bah voilà, on va faire un projet dans la Concorde. Donc État totalitaire et on bute tous ceux qui ne sont pas d'accord, en gros. Et puis il finit sur une note d'espoir à la Obama. Donc pour tous ceux qui comprennent pas comment fonctionne l'oligarchie. Pourquoi il parle toujours d'espoir en fait? Bah, en fait c'est pour enfumer les gens. Enfumer les gens parce que je crois qu'en latin, espérer ça veut dire attendre. Et donc c'est toute la rhétorique hollywoodienne notamment du héros qui sauve la planète, qui sauve le peuple. Et donc c'est pour ça que les politiques aiment beaucoup le mot espoir. C'est parce que ça plonge en fait le peuple dans l'attente que le gouvernement solutionne leurs problèmes
alors que c'est ce même gouvernement qui les crée en association avec les banques, hein, le système bancaire et les médias mainstream, hein, partageons les responsabilités. Mais voilà, donc quand ils disent espoir, espoir, voilà, c'est en gros une injonction à attendre, hein. Vous restez chez vous, vous priez. Vous priez pas le mec du dessus, vous priez le gouvernement pour qu'il trouve un vaccin, hein. Vous priez les multinationales pour qu'elles trouvent un vaccin qu'on vous injectera. Voilà, vous priez en fait et vous restez bien chez vous et vous attendez que ça se passe, hein. Comme dirait l'autre, ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Et pourquoi ils disent ça? Parce que en réalité, ce qui doit être fait aujourd'hui pour les gens, pour vous, pour moi, c'est pas d'espérer et de prier, c'est d'agir, hein, et agir. Donc, je vous invite à regarder un film qui s'appelle V comme Vendetta, un vieux film avec une belle actrice là, comment elle s'appelle? J'ai oublié son nom. Il raconte en fait la situation d'un État totalitaire et un mec qui s'appelle V et qui se rebelle et qui va finir par détruire le régime totalitaire. Et donc ils portent tous un masque en fait. Et voilà, donc c'est un film qui s'adapte bien à la situation d'aujourd'hui. La réalité, c'est que en fait, si la majorité des Français n'étaient pas dupes de ce qui se passe en ce moment, eh bien, les gens sortiraient dehors avec un masque, hein, pour éviter de contaminer les autres. Et si tout le monde le faisait en même temps, eh bien, l'État ne pourrait plus obliger les gens à être confinés. Voilà. Donc c'est pour ça qu'en fait, on est dans une guerre contre le peuple, mais on est aussi dans une guerre de l'information, parce que en ayant brainwashé, donc fait de la propagande grâce à tous les médias, la majorité des gens pensent qu'effectivement que le confinement est la bonne solution. Et donc, ça empêche toute révolte des gens qui ne sont pas d'accord, puisque une personne qui ne serait pas d'accord et qui braverait le confinement, non seulement elle se ferait arrêter et verbaliser, mais en plus elle se ferait dénoncer par ses voisins. Donc, ce qui est une belle tradition française, hein, qui nous rappelle les heures les plus sombres de notre histoire. Voilà, donc c'est pour ça que moi je fais des vidéos, c'est pour mener à mon petit niveau, hein, cette guerre de l'information qui fait que finalement, tant qu'on n'a pas suffisamment de gens qui comprennent la supercherie du confinement et du virus de manière générale, eh bien, on ne peut pas faire grand-chose, parce que si on sort dehors et qu'on brave les règles, comme dit Macron, eh bien, on se fait taper dessus, en gros. Donc voilà, mais le jour où on a une majorité de gens qui décident que tout ça c'est des conneries et qui sortent dehors dans la rue et en masse, et bien à ce moment-là, le gouvernement ne pourra rien faire. Donc voilà, je vous invite vraiment à regarder ce film V comme Vendetta, parce que c'est exactement ce qui est en train de se passer. La propagande a très bien marché dans le monde entier. Et on est une toute petite minorité à comprendre que c'est du pipeau et qui nous enfume et que voilà, et donc au lieu d'espérer, en fait, il faut agir. Donc agir, diffuser de l'information, de la contre-information, de la réinformation, et puis agir à tous les niveaux, financiers, au niveau de la santé aussi. Je vous invite à regarder toutes les vidéos qui parlent de santé, comme Irène Grosjean. Tous les gens en fait qui se sont intéressés à la santé, pas à la maladie, hein, à la santé, sur les façons d'être en bonne santé, on est tous à peu près d'accord pour dire que en fait le virus, il ne peut provoquer de la maladie que si le système immunitaire est faible en fait. Et donc si votre système immunitaire est en bonne condition, peu importe qu'il y ait des virus ou pas qui traînent, en fait ça ne changera rien. Donc voilà, donc c'est pour ça que M&M il parle d'espoir comme le faisait Obama. C'est pour que les gens continuent leur vie et à obéir au gouvernement sans rien faire, sans rien changer, en espérant du changement
des autres, hein, du gouvernement, voilà, et pas d'eux-mêmes. Voilà, donc on va voir au niveau financier les impacts sur l'économie. Donc pour ceux que ça intéresse de recevoir des conseils, de la formation pour être en bonne santé financière cette fois-ci, je vous invite à regarder mes services formation investisseur pro ou entretien patrimonial sur investisseurpro.com. Et je viens de recevoir hier soir, un témoignage d'une cliente, Saïda, qui me dit: j'ai terminé les 28 formations et waouh, c'est les informations dont j'avais besoin pour reprendre ma vie en main. Voilà. Donc je le cite parce que c'est exactement ça. C'est qu'une fois qu'on reprend sa vie en main, que ce soit au niveau financier ou au niveau santé, eh ben, ce que dit le gouvernement, on s'en tape, quoi. On s'en tape. Même quand il dit, quand il manipule, etc., ça n'a pas d'impact sur nous. Alors, qu'est-ce qui attend les Français? Qu'est-ce qui vous attend? Alors, je parle vraiment des Français, mais en réalité, c'est quasiment tous les pays du monde aujourd'hui. C'est ça qui est impressionnant dans ce phénomène viral, c'est justement la dimension mondiale et qui a emporté tout sur son passage comme un tsunami. Et c'est là où on voit la puissance de l'oligarchie qui est capable de créer une crise mondiale à partir de rien. Voilà. Donc on est dans une crise économique et financière. Donc en France, il y a un petit délai parce que voilà, c'est pas si facile de virer les gens comme ça. Et donc le chômage va être décalé dans le temps, mais il va bien arriver. Crise économique qui va amener une crise financière. Et pendant toute crise financière, ça je le démontre depuis longtemps, c'est un transfert de richesse, voilà, du peuple vers l'oligarchie. Voilà. Et donc s'il y a un transfert de richesse du peuple vers l'oligarchie, ça veut dire que les plus riches s'enrichissent et le peuple s'appauvrit. Voilà. Donc une fois qu'on a cette crise économique, financière et sanitaire, eh bien, ça justifie la mise en place de mesures totalitaires. Donc quand je dis État totalitaire, la définition, c'est un État qui contrôle tous les domaines de la vie. Et donc, il contrôle les frontières, il contrôle nos déplacements, il contrôle notre droit de travailler, de sortir, d'aller en vacances. Voilà, il contrôle tout, hein. Donc ceux qui me disent si on était dans un État totalitaire, tu pourrais pas faire ces vidéos. Pour l'instant, je peux les faire, mais il faut savoir que YouTube censure, hein. Dès qu'on a trop de visibilité ou dès qu'on touche à des sujets qui sont trop, qui repèrent en fait par des mots-clés, hein. Si on associe aujourd'hui par exemple 5G et coronavirus, si vous faites une vidéo avec les deux dans le même titre, vous allez vous faire striker par YouTube. Donc à ce sujet, si vous aimez ce que je fais, rendez-vous sur investisseurpro.com, téléchargez mes rapports financiers avec votre email et comme ça on garde le contact même si ma chaîne YouTube se fait striker. Voilà, donc je vous enverrai un peu de pub pour mes services de temps en temps, mais je vous enverrai aussi toujours en même temps des informations utiles. Et puis on arrivera à un moment donné probablement à la vaccination obligatoire et puis au puçage, hein, puisqu'il y a déjà une technologie qui permet d'associer une puce, une micro-puce avec en même temps qu'un vaccin. Donc je vais développer un petit peu. Au niveau économique, les plus touchés, ça va être évidemment les TPE et les PME. Donc là encore, je l'explique dans le bonus entrepreneur que l'État n'est absolument pas pour les entrepreneurs, il est pour les multinationales, ce qui est très différent. Et au contraire, il fait tout pour déglinguer les petits entrepreneurs avec des réglementations, des contraintes, des impôts, des charges. Et ici, en leur interdisant même de travailler. Tout ça parce que ça profite aux multinationales, si vous voulez. Ça tue la concurrence. Et ce que veut le gouvernement, c'est des esclaves, donc des salariés qui travaillent pour des multinationales. Et à terme, une fois que l'économie commence à plonger, que l'État est en déficit énorme, que le chômage explose, eh bien on verra des faillites bancaires et des faillites des assurances. Et à la fin, les faillites bancaires et assurances entraîneront également la faillite de l'État et donc du système de retraite par répartition et des minima sociaux.
On va avoir la fin du cash, c'est pour ça qu'ils nous bassinent le mou en disant que le virus il se transmet par le cash, alors qu'il y a quand même beaucoup de virologues qui disent qu'un virus ça résiste pas trop à l'air. Et donc ils vont nous imposer une monnaie totalement électronique, ce qui est les rêves de tout État totalitaire, puisque ça permet de contrôler toutes les transactions financières et d'imposer tout le monde, de faire payer des impôts à tout le monde, et de confisquer l'argent quand bon leur semble. Donc, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai publiée en 2018, Timing de la crise financière. Voilà, beaucoup de gens ont été inspirés de la regarder avant la crise, mais bon, maintenant on y est, c'est mieux vaut tard que jamais. Donc on aura un État totalitaire, donc je vous invite à regarder ma vidéo « La France a basculé vers un État totalitaire », et le reste du monde aussi, avec une crypto-monnaie et une vaccination obligatoire et un puçage obligatoire également. Fin de la liberté de mouvement. Donc une fois qu'ils ont établi le vaccin obligatoire et la puce, ou la puce d'ailleurs, juste le vaccin obligatoire, eh bien ils vont pouvoir mettre en place des lois qui interdisent à une personne qui ne serait pas vaccinée d'aller dans certains endroits, de se déplacer, d'aller travailler, etc. Et à ce sujet, l'Europe a déjà publié un projet sur son site, là, ec.europa.eu, pour la mise en place en fait d'un passeport santé avec la vaccination. Ce rapport qui date du 3e trimestre 2019, hein, comme par hasard. Donc l'objectif c'est de mettre en place donc, un passeport pour les citoyens européens avec une carte de vaccination. Donc soit ça sera directement sur le passeport, soit ça sera un passeport vaccination qu'il faudra présenter pour soit aller dans un pays étranger, soit même pour aller travailler ou aller voir un match de foot ou aller voir un spectacle. Voilà, donc ça c'est ce qui nous attend. Il prévoit également dans ce rapport de contrer toutes les désinformations sur les vaccins. Donc mettre en place des trolls en fait. Si vous faites une vidéo contre les vaccins ou un article contre les vaccins, ils vont vous troller en fait. Donc ça avec nos impôts, avec vos impôts. Mettre en place un système d'information commun à toute l'Europe pour la vaccination. Comme ça, on aura un fichier central qui sera commun à l'ensemble de l'Europe. Et investir dans la recherche sociale et comportementale pour comprendre pourquoi différents groupes sont hésitants vis-à-vis de la vaccination. Hésitants entre guillemets. Voilà, donc vous voyez, tout est prévu. Et ils vous mettent la roadmap, c'est-à-dire les délais qu'ils ont prévus à chaque étape. Donc c'est voilà, document intéressant. Donc encore une fois, la vaccination, pourquoi ils s'excitent sur le vaccin? C'est que dans le vaccin, en fait, c'est justement... Ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est qu'on n'attrape pas... Globalement, on n'attrape pas les virus et les bactéries. Voilà. En fait, l'être humain, on a déjà les bactéries et les virus à l'intérieur. Donc ça, c'est une vieille bataille entre Pasteur et Béchamp, et Pasteur a gagné. Donc pour Béchamp, le germe, la bactérie et le virus sont à l'intérieur et sont inoffensifs lorsque le terrain est sain. C'est-à-dire que les virus et les bactéries en fait, sont inoffensives quand vous êtes en bonne santé, que vous avez un bon système immunitaire. Et en fait, on a tous des milliards de bactéries, de virus à l'intérieur de notre corps, mais ils vivent en harmonie avec nous. Ils peuvent même être utiles, en fait. Voilà. Simplement, ils se réveillent quand le système immunitaire se dégrade, ou par exemple, quand les gens bouffent trop de malbouffe, si vous voulez. À ce moment-là, le corps en fait met en place, active en fait des bactéries ou des virus pour obliger la personne à se nettoyer. Et il nettoie également. Hein. Donc si vous bouffez trop de saloperies, en fait, les bactéries se multiplient. Hein, ça favorise la multiplication des bactéries. Et elles vont commencer à attaquer tous les déchets que votre corps produit à cause de la malbouffe. Voilà.
Donc ça, c'est tout ce que tous ceux qui s'intéressent à la santé, ils en arrivent à cette conclusion. Et c'est pour ça que moi, depuis le début, le coronavirus, j'en ai pas peur du tout, parce que à partir du moment où vous êtes en bonne santé, vous faites les choses qu'il faut pour être en bonne santé, bah, il n'y a aucun virus voilà, qui est nocif en réalité. Voilà, et donc à l'opposé, Pasteur, pour lui, le germe, le virus, la bactérie sont à l'extérieur, ils sont les ennemis à combattre. Et donc la personne est une victime perpétuelle des ennemis extérieurs. Et donc voilà, donc c'est de là que naît le mythe de la propagation des virus. Et on verra tout à l'heure que en fait, les gens qui meurent en France, ils sont essentiellement dans des régions polluées. Antoine Béchamp, lui, ce qu'il dit, c'est que la personne est responsable de son corps et de sa santé. C'est chose que je partage totalement, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on prend la responsabilité de son corps et de sa santé et qu'on fait en sorte d'être en bonne santé, donc on mange de manière saine, on fait un peu de sport, on évite les ondes, on évite les zones polluées, eh bien on est en bonne santé et donc on n'a rien à craindre des maladies. A l'inverse, pour Pasteur, bah, la personne elle est victime, voilà, donc elle fait n'importe quoi, elle vit elle bouffe mal, elle se gave de médoc, de drogue, dans un milieu pollué, et elle attrape des maladies. Voilà. Et on la soigne avec quoi? Avec des médocs qui sont encore plus nocifs pour la santé. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On leur balance des vaccins en leur faisant croire que ça va leur donner de la bonne santé. Voilà, et donc pour Pasteur, l'ignorance est la clé pour la rentabilité de l'industrie. C'est pour ça qu'on a un aussi gros business pharmaceutique dans le monde entier, et en France en particulier. C'est parce que les gens, au lieu de prendre la responsabilité de leur santé, dès qu'ils sont malades, ils vont chez le docteur et puis on leur file un cacheton. Et donc au lieu de soigner la cause, on élimine les effets, et donc la personne continue à dégrader sa santé, et donc elle prend de plus en plus de cachetons. Et donc c'est pour ça qu'à la fin de leur vie, la plupart des gens sont pas bien, parce qu'ils ont bouffé tellement de cachetons que leur corps est complètement déglingué. Donc voilà, et ce qu'il faut comprendre, c'est que le vaccin, c'est le seul moyen d'inoculer quelque chose dans le corps d'une personne. C'est-à-dire que ceux qui croient que c'est en bouffant une chauve-souris que le Chinois il a développé la maladie, non, quand vous bouffez quelque chose, le corps, si vous bouffez du poison par exemple, le corps il a plusieurs moyens de se défendre. Donc d'abord il y a tout un système digestif avec de l'acide qui décompose les aliments, mais qui détruit également tout ce qui est nocif. Et si vraiment c'est pas bon, qu'est-ce que vous faites? Vous vomissez. Hein. Tous ceux qui ont bouffé des trucs vraiment pas bons, au bout d'un moment ils vomissent. Donc quand on mange, eh bien, on a tout un système de défense contre ce qui est nocif pour le corps. Par contre, quand on fait une picouse, eh ben là, le corps ne peut absolument pas se défendre, puisqu'on zappe le système digestif, on zappe les défenses et on inocule directement dans le sang, ou dans la lymphe. Donc c'est comme ça, donc c'est pour ça que les vaccins, il faut s'en méfier absolument, parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Et en réalité, plus un peuple est vacciné, plus il est malade. Hein. Donc ça, faudrait faire les études. Mais la réalité, c'est que plus vous êtes vacciné et plus vous avez de chances d'être malade. Donc de temps en temps, il y en a qui me disent oui, le vaccin il a marché, le vaccin de la grippe il a marché, mes parents n'ont plus la grippe. C'est un copain qui m'a dit ça. En réalité, ce que fait le vaccin, c'est comme les cachetons en fait. C'est-à-dire qu'il supprime les symptômes d'une maladie, mais comme il ne supprime pas la cause de la maladie, eh bien la personne va développer en fait d'autres maladies. Hein. Donc voilà. Puçage. Alors, il faut savoir qu'il y a un projet qui s'appelle ID 2020, ID 2020. Donc là aussi, le hasard, hein, comme le hasard fait bien les choses. Donc c'est un organisme dont l'objectif, vous pouvez aller voir leur site internet,
id2020.org. ID, je dis ID parce qu'en anglais c'est identity, hein. Le diminutif de identité c'est ID. Et donc ils ont un programme qui permettrait en fait donc de pucer les gens en gros pour leur donner une pièce d'identité digitale infalsifiable. Et donc il y a un programme qui va être lancé qui va permettre à la fois de vacciner les gens et de leur mettre la puce dedans en fait. Voilà. Alors là où je rassure un petit peu mes clients, c'est que je leur dis, écoutez, on n'est pas ils sont pas encore prêts, pas complètement. Il manque une pierre à l'édifice, et notamment la 5G. Hein. Mise en place de la 5G, c'est Internet of Things. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la 5G, c'est un réseau comme la 4G en fait, sauf que c'est beaucoup plus rapide, avec des ondes avec une fréquence beaucoup plus élevée, dangereuse pour la santé. Et ça va permettre quoi? Ça va permettre la mise en place de l'Internet des objets. Excusez-moi, il faudrait que je regarde l'heure, 2 minutes. Parce que j'ai un rendez-vous, non pas très longtemps, dans 10 minutes. Ouais, donc je ne vais pas tarder. Mise en place de l'Internet des objets, où tout sera connecté et donc le gouvernement pourra tout contrôler en fait. Donc pour ça, je vous invite à regarder l'ordonnance 2020-320 du 25 mars 2020 qui donne en fait l'autorisation d'installer des relais 5G sans les habituelles contraintes administratives en gros. Voilà, alors je vais pas faire le rappel voilà, sur le couillonavirus. Enfin si, je vais le faire. Je vous rappelle que les tests PCR sont pas fiables, que les seuls malades graves, ce sont ceux qui ont des symptômes pulmonaires, et donc c'est eux qu'il faut soigner en priorité, et dépister et confiner, que 90% des morts étaient déjà malades, 92% des morts ont plus de 65 ans, qu'il y a une manipulation à la fois sur les résultats des tests PCR qui ne détectent pas que le SARS-CoV-2, mais qui détectent à peu près tous les virus qui deviennent positifs avec quasiment tous les virus de la Terre, et qu'il y a une corrélation avec la pollution et la 5G. Hein. Donc ça, je le prouve. Donc là, on voit la carte publiée par l'INSEE, hein, donc attention, où il y a plus de morts qu'en 2019 et où il y a moins de morts qu'en 2019. Donc on voit qu'il y a plus de morts qu'en 2019, essentiellement dans l'Est, dans l'Île-de-France, à Lyon et Côte d'Azur. Et tout le reste de la France, il y a moins de morts qu'en 2019, notamment du fait que tout le monde est confiné, donc il y a moins d'accidents. Et donc quand on regarde la carte de la pollution qui date de 2019, on voit bien une corrélation. En rouge, vous voyez bien là où c'est pollué. Hein, et on voit bien que ça ressemble étrangement à la carte du Covid-19. Donc en gros, on a des symptômes pulmonaires pour ceux qui meurent, et ils meurent dans des régions qui sont fortement polluées. Voilà. Donc après, l'INSEE nous parle d'hécatombes. Il n'y a pas d'hécatombes, hein. Il y a moins de morts que l'année dernière, malgré le fait qu'ils aient trafiqué les chiffres. Hein. Donc entre la version qu'ils ont publiée sur leur site du 23 mars et la version du 30 mars, on n'a pas le même nombre de morts, si vous voulez. Hein. À droite, c'est la colonne 2018, après 2019 et après 2020. Et les chiffres ont complètement changé. Alors que les chiffres de 2020 changent parce qu'il y a des nouvelles datas, bon, à la limite, pourquoi pas. Mais 2018-2019, on ne sait pas bien pourquoi les chiffres ont changé. Voilà, donc là, décès par âge, on voit qu'il y a très peu de décès en dessous de 64 ans. Et que la majorité des décès, en réalité, concernent d'abord plus d'hommes que de femmes. Et essentiellement des gens qui ont plus de 65 ans. Impact sur l'économie, moins 6% de PIB. Chaque semaine de confinement coûte 0,75% de PIB. Donc là, on en rajoute 4, on rajoute 3%. Donc on va terminer l'année à moins 9, moins 10 de PIB. Donc ça va générer des faillites d'entreprise. Impact sur l'État, déficit qui va exploser. Aide plus déficit égale plus d'impôts et plus d'endettement, donc plus d'impôts futurs. Dépeçage des biens de l'État. La crise, ça permet de mettre l'État à genoux. Les gens confondent la politique et les intérêts de l'État. Les politiciens n'ont pas l'intérêt de l'État. Ils endettent l'État depuis la loi de 73. Et l'objectif, c'est bien de mettre à genoux l'État français, la nation française,
pour la revendre en petits morceaux multinationales, et pour qu'à la fin, on crée un État mondial, un gouvernement mondial et un État mondial. Je rappelle que Madame Lagarde, présidente du FMI, a proposé de taxer les times privés pour solder les dettes nationales qui vont exploser. Qu'il y a déjà des banques qui sont en train de faire faillite, notamment aux États-Unis, c'est plutôt des petites banques, mais ça va être de plus en plus. Que les assureurs refusent effectivement d'indemniser les entrepreneurs qui sont touchés par l'arrêt de l'activité. Qu'on a un krach boursier, que voilà, bref. Donc encore une fois, ce que je prévois, moi, c'est dans les 5 ans qui viennent, et ça a déjà commencé en réalité depuis quelques années, mais là ça va s'accélérer, c'est que la majorité des gens vont perdre à peu près 75% de leur pouvoir d'achat, donc je le démontre dans les formations investisseurs pro. Voilà. Donc en conclusion, voilà, on a une date, donc ça au moins ça fait du bien aux gens parce qu'ils se disent voilà, le 11 mai, tout ce confinement est terminé. C'est ce que j'avais annoncé à mes clients en fait dans le bonus que j'avais fait sur le coronavirus. Je leur avais dit que ça serait maximum mai-juin parce qu'en fait les virus, ils n'aiment pas les beaux temps, ils n'aiment pas le beau temps, ils n'aiment pas les beaux jours. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y en a plus, mais ça veut dire qu'il n'y a plus d'épidémie en fait. En mai-juin, il n'y a plus de risque d'épidémie. Donc ça, je l'ai annoncé depuis le début de la crise. J'avais annoncé également le nombre de morts et je pense que je vais être à peu près bien sur le nombre de morts. En tout cas, voilà. Ensuite, une fois qu'on a fait le petit rebond donc, de l'été où les gens seront en vacances et contents de pouvoir revivre à peu près normalement, derrière, fin d'année, il faut prévoir la longue descente aux enfers et qui va aboutir donc, à un effondrement de la France et la mise en place d'un État totalitaire qui sera demandé par la majorité, qui sera ruiné. Donc, comme dans le cas du confinement, les gens, comme ils ont flippé par rapport au virus, ils ont dit il faut que... dès que le gouvernement a dit on confine tout le monde, ils ont dit ok. Et là, quand tout le monde sera ruiné, parce que les banques seront ruinées, en faillite, les assureurs en faillite et l'État sera en faillite, les gens diront aussi on veut une solution, et donc un petit gouvernement européen totalitaire, ça sera la bonne solution pour redémarrer l'économie française en échange effectivement d'une perte de liberté totale. Voilà. Et donc c'est pour ça qu'on est encore une fois dans une guerre de l'information, c'est pour ça qu'ils mettent autant de moyens, qu'il y a autant de médias différents détenus par des milliardaires pour influencer donc l'opinion de la majorité, sachant que ceux qui nous gouvernent représentent une infime minorité, et donc il suffirait que la majorité se révolte pour les mettre par terre, si vous voulez. Donc c'est pour ça que la guerre d'information est aussi importante. C'est pour ça qu'il y a de la censure sur Internet de plus en plus violente et de plus en plus visible, même s'ils essayent de la cacher. Hein. Google, YouTube, Facebook, c'est vraiment des espaces censurés, vous ne pouvez pas dire ce que vous voulez. Les médias mainstream, ils n'ont pas besoin d'être censurés parce qu'ils sont aux mains des oligarques, donc eux, ils servent la soupe. Hein. Voilà, donc les espaces de liberté se restreignent grandement. Et voilà, pour ceux que ça intéresse de discuter avec moi et d'autres personnes, j'ai mis en place des webinaires qui sont payants. Hein. Webinaire Investisseur Pro, on parle de finance, de liberté financière, de santé financière. Webinaire entrepreneur pour les entrepreneurs qui sont en train de se faire déglinguer par les États. Et webinaire Être heureux, où là on parle de tout, notamment de santé, pour comment être en bonne santé et éviter de psychoter sur le moindre virus. Voilà, donc je vous invite à aller sur mon site investisseurpro.com pour, si vous voulez, plus de renseignements à ce sujet. Voilà, j'ai un rendez-vous là avec un client. En ce moment, je fais 3 rendez-vous par jour, donc ça bosse, les gens paniquent, mais ils sont contents en tout cas de mes formations et conseils. Ça leur permet de savoir où est-ce qu'on va, de savoir ce qu'ils doivent faire. Et du coup, ils se sentent beaucoup plus sécurisés et détendus de la nouille, même au point de vue de la santé, puisque
Dans la formation Être Heureux, je donne la méthode que moi j'ai utilisée pour être en bonne santé. Et donc les gens sont beaucoup plus sereins et tranquilles. Vous pouvez voir leurs témoignages sur investisseurpro.com, vous verrez, ils sont détendus. Voilà, donc merci d'avoir suivi cette vidéo et à une prochaine.